Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Omerta, le média d'enquête, de documentaire qui a lancé son journal le 19 novembre 2022, puis son premier magazine papier le 22 février. Nous recevions ici Régis Le Sommier à ce sujet, avec dans ce magazine, on en a déjà parlé, des invités très prestigieux, Michel Onfray, Arnaud Klarsfeld, Pierre Conesa, Henri Guénaud, Christian Orbulot, Jacques Sapir et bien d'autres. Eh bien, un journal qui a peut-être rencontré un grand succès, très exposé sans doute aussi, victime de son succès, mais victime aussi d'une attaque de nombreux médias opposés comme Libération, je cite quelques titres, Libération, fan de Poutine, Omerta, un nouveau média pro-russe dans la guerre de l'information, le magazine Le Monde, la contre-offensive des médias pro-russes en France, et puis Le Point, les coulisses d'Omerta, le nouveau média accusé d'être pro-Poutine. Eh bien, nous recevons Charles Danjou pour en parler en direct avec lui tout simplement. C'est peut-être plus simple aussi. Bonjour Charles Danjou. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors, vous vous attendiez d'abord à une telle réaction ou pas ? Non, pas du tout. Moi, je viens pas du tout du secteur des médias, donc j'ai monté le projet en juillet dernier avec Régis Le Sommier. Mais étant novice, je me suis concentré sur le fond, sur la structuration du projet. Et pas du tout. Je ne m'imaginais pas du tout qu'on serait pris à partie par des médias tels que Libération ou Le Monde, avant même la sortie du média. Vous aviez déjà, avant même la sortie, c'était pas à partir de la plateforme numérique ? Non, pas du tout. En fait, ça a démarré à partir du moment en fait, le média a été lancé le 16 novembre, soirée de présentation des 3 premiers documentaires, Front Russe, documentaire sur l'Arménie, un documentaire sur les woke. Et avant même que la soirée et les documentaires aient été diffusés, on avait déjà un article de Libération qui nous accusait d'être pro-russe et d'être en quelque sorte le mal absolu, quoi. Alors vous l'avez dit, vous venez pas vous-même du monde des médias, c'est peut-être aussi ça qui pose problème, c'est peut-être votre identité dite un peu sulfureuse dans le sens où vous travaillez. Aujourd'hui, tout ce qui est en lien avec la Russie est sulfureux. Vous travaillez, vous avez eu des liens, je ne sais pas si vous travaillez encore avec eux, avec la Russie, vous aviez une société de sécurité notamment là-bas, et ce sont aussi par ces fonds-là, par ceux de votre société que vous pouvez aujourd'hui financer que vous pouvez financer Omerta. C'est aussi une des accusations de ces journalistes. Il y a eu 2 angles d'attaque avant même la sortie du média. Le premier, c'est sur Régis Le Sommier, puisqu'il n'a été retenu que ces 6 mois de passage chez RT France. Oui. Donc c'était le premier angle d'attaque, c'était le fait qu'il ait travaillé chez RT France. Oui, on oublie tout son passé de directeur adjoint. Voilà, exactement, pendant quasiment 30 ans. Et me concernant, c'était effectivement le fait que j'ai habité et que j'ai travaillé en Russie, ce qui aurait été totalement insupportable. Après, si vous voulez, je viens pas du monde des médias, mais je travaille effectivement, j'ai une activité à l'international en Russie, mais pas seulement, parce que j'ai travaillé en Ukraine, au Kazakhstan, au Turkménistan, en Biélorussie et même dans d'autres pays comme la Libye entre 2011 et 2015. Et donc j'ai fait ma vie professionnelle et j'ai décidé ça a plutôt bien marché, j'ai décidé d'investir une partie de mes économies, disons, dans ce média à la suite de l'expérience que j'ai eue avec TF1, puisque je suis parti 3 mois dans le Donbass comme par la force des choses, en aidant une amie qui est grand reporter à TF1. Et en fait, cette première aventure un peu médiatique que j'ai connue en tant que fixeur, c'est-à-dire chauffeur-interprète, m'a plu et j'ai souhaité la développer et lancer mon propre projet. D'accord. Oui, parce que vous connaissez aussi très bien, il faut le dire, la région du Donbass et ces autres régions d'Ukraine de l'Est. Oui, le projet Omerta, il est né en Ukraine, parce que j'ai donné un coup de main à cet ami qui est grand reporter. Et on est arrivé le 5 février, donc avant le début de la guerre. On est resté 10 jours. On pensait rester 10-15 jours, à vrai dire, pour faire une série de reportages pour donner un peu l'état d'un conflit gelé aux portes de l'Europe. Et puis la guerre se déclenche le 24 février. Et là, je décide de rester pour l'aider. Et durant ce séjour, si vous voulez, on faisait des formats pour le JT de 20h surtout, donc des formats courts de 3 minutes 30. Mais on passait la journée en réalité à filmer, c'est-à-dire qu'on allait à Mariupol, on avait 4-5 heures de rush, donc de vidéos et on devait conserver uniquement 3 minutes 30. Et donc je me suis dit, c'est dommage parce que les gens aujourd'hui cherchent
je dirais, aiment Netflix, par exemple, mais Netflix, c'est du cinéma. Long, oui. Voilà, c'est du cinéma. Et je me suis dit, avec tout ce qu'on a en vidéo, on pourrait très bien proposer des formats, des reportages en format long, filmés à la Netflix, mais avec la vie réelle, quoi. Alors, le souci, encore une fois, comme je le disais, c'est notamment votre relation avec la Russie, vos connaissances en Russie. On dit que vous êtes proche de certains oligarques qui sont eux-mêmes proches du Kremlin. Une chose est sûre, c'est que vous êtes allé, vous vous rendez très souvent en Russie, et vous avez été invité régulièrement dans des médias russes, dont la télévision Zvezda. Zvezda, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un réseau de télévision national qui appartient à l'État et qui est géré par le ministère russe de la Défense, donc question armée. Évidemment, là-bas, le discours est pro-russe à fond, ça n'a pas rien de très étonnant. On va passer 2 extraits de vos passages. Le premier, c'est le 1er décembre et ensuite le 27 décembre. Je ferai la traduction en simultané. Alors, attendez, pardon, on va reprendre le sonore que je vous explique juste. J'ai oublié de préciser que là, c'est pas vous tout de suite qu'on entend, parce qu'après on va vous entendre parler russe. On entend d'abord l'ambassadeur de la République populaire du Lugansk, Rodion Miroshnik. Alors on entend Rodion Miroshnik qui va s'exprimer et se tourner vers vous sur le plateau et en fait vous féliciter pour votre documentaire Omerta. Et ensuite il vous pose une question et vous répondez. Donc, il parle de votre documentaire. Votre travail joue un rôle important quand on voit votre reportage. Et quand on voit le film, le reportage de Zelensky qui disait « Il viole tout le monde de 4 ans à 85 ans », que les femmes appellent leur mari et leur disent « Allez violer les Ukrainiennes, etc. » Donc, voilà ma question pour vous. Avez-vous vu des types qui allaient en Ukraine et qui allaient violer des Ukrainiennes? Votre réponse? Donc, mon opinion, c'est que les Ukrainiens ont une propagande très, très, très efficace. Et ce que nous avons vu là, ce qui est intéressant, c'est que nous avons passé 2 jours avec Kirill Stremousov. Et ce qui est intéressant, c'est juste de montrer dans le reportage qu'ils comprennent qui est Andrei. Ils regardent le reportage et ils se disent Andrei. C'est un officier normal, tout ce qu'il y a de plus normal. Voilà, premier extrait qui a été beaucoup relayé sur les réseaux sociaux. On vous accuse ici de finalement jouer la propagande russe, de montrer que les officiers russes sont des officiers normaux, qu'il n'y a peut-être aucun problème de viol d'Ukrainiennes. Et peut-être aussi de ne parler, et ça c'est une question quand même que je vous pose de mon côté également, que de la propagande ukrainienne, sans équilibrer en parlant de la propagande russe par exemple. Premier extrait, je vous ferai répondre, mais on fait d'abord écouter le 2e extrait à nos auditeurs. Donc là, c'est le 27 décembre. On vous parle notamment d'Alain Juillet, donc directeur du renseignement au sein de la Direction générale de la sécurité extérieure. Vous avez dû l'écouter juste avant sur le plateau. Et on vous donne cette citation d'Alain Juillet et vous répondez à ce sujet. Alors dans les médias en France, il y en a beaucoup qui pensent comme Alain Juillet. Donc on sait que depuis 8 ans, l'armée ukrainienne s'entraîne avec les Anglais, avec les Américains, et qu'ils voulaient attaquer le Donbass. Voilà, et ça c'est la fin de l'extrait. 2e extrait, donc on vous entend expliquer que, alors là pareil, étonnement tout de même, expliquer que dans les médias en France, beaucoup pensent comme Alain Juillet. Alors ça j'aimerais bien que vous ayez raison, qu'on puisse avoir une diversité dans la parole en France, mais on entend plutôt un autre son de cloche qui est celui de dire, justement, de dire qu'Alain Juillet a tort de penser comme il pense et que ceux qui soutiennent qu'il y avait déjà des problématiques en Ukraine depuis plusieurs années, ils sont plutôt mis au pilori aujourd'hui. Alors pourquoi ne parler que de cette version-là aujourd'hui sur les plateaux télévisés russes ?
En fait, la guerre, depuis le début, elle est couverte essentiellement côté ukrainien. C'est-à-dire que 95% des journalistes français, européens qui se rendent sur le terrain pour couvrir la guerre sont côté ukrainien. Donc nous, notre créneau, effectivement, mais depuis que je suis dans le Donbass pour TF1, c'est de couvrir, on est un peu sur une niche, parce que peu de journalistes veulent ou peuvent y aller, et donc notre créneau, c'est de couvrir la guerre côté russe. Donc effectivement, moi, ce que j'ai remarqué, parce que en rentrant du Donbass, j'ai sorti un livre avec Liseron Boudoul qui raconte notre épopée, un peu un journal de bord de notre bataille de Mariupol, c'est de montrer ce qui se passe côté russe. Et effectivement, quand on couvre, c'était l'objet du premier reportage, quand on couvre la guerre côté russe, on se rend compte que bien les combattants russes, les soldats, les officiers, en général, sont des gens qui viennent... soit ce sont des locaux, c'est-à-dire qu'ils sont en guerre depuis 8 ans contre les Ukrainiens, contre l'armée ukrainienne, soit ce sont des gens qui viennent de Russie, mais qui avaient en général, notamment pour les volontaires, les mobilisés, une vie normale. Enfin, ce sont des gens normaux, quoi. Simplement, ils ont décidé ce que vous dites un peu plus tard, ce ne sont pas des bêtes féroces. Bon, ça, on s'en doute. On ne va pas non plus tomber dans le cliché énorme de dire il y a des bêtes féroces d'un côté et puis des... Mais parfois, ce que j'ai remarqué sur les plateaux de télévision, c'est que en fait, vous avez des attaques ad hominem ou caricaturales qui relèvent pas de la rationalité ou de l'analyse. C'est-à-dire qu'on est uniquement dans l'émotion, voire même dans le déni. Parce que je me souviens d'un plateau de télévision sur LCI, j'avais deux contradicteurs, une ukrainienne et un Français d'origine ukrainienne, et je rappelais simplement que quand j'étais à Donetsk avec Liseron Boudoul, à 200 mètres de l'hôtel, il est tombé un missile Tochka-U à sous-munition, et qu'en sortant dans la rue, il y avait 30 morts, 40 blessés graves, des amputations, etc. Et je dirais, le fait simplement de raconter que la guerre, elle se mène des deux côtés, et que les Ukrainiens aussi bombardent des populations civiles du Donbass, des populations civiles pro-russes, c'était tout simplement insupportable. Et donc j'ai eu le droit non, pas du tout, c'est un missile russe, les Russes ont bombardé leur propre population, etc. Donc parfois, l'idée d'Omerta, c'est de remettre un peu de rationalité et d'analyse. Mais à force de vouloir rééquilibrer, et en allant sur ces plateaux où vous connaissez tout de même la ligne éditoriale de ce plateau, est-ce que vous n'avez pas peur de tomber dans l'excès inverse ? Non, je crois pas, parce que d'abord, moi je fais assez peu de plateaux, c'est Régis Le Sommier qui oui, mais là on parle des plateaux russes. Ah, sur les plateaux, non, je pense que, disons que ce qu'ils ont... Nous, le premier reportage, comme le deuxième là, qui vient de sortir, c'est pas des reportages où on parle de politique, c'est des reportages où on parle du terrain, c'est-à-dire qu'on parle de l'état de la ligne de front, comment les hommes se battent, quel est leur état d'esprit, est-ce qu'ils sont bien équipés, est-ce qu'ils sont bien préparés, jusqu'où ils veulent aller, etc. On fait pas du tout de politique. Je pense que là, les Russes sont sensibles. D'ailleurs, jamais il nous a été demandé de faire de propagande, et quand on a travaillé aussi bien quand j'étais avec TF1 qu'avec Régis, jamais personne nous a demandé de couper, de voir les reportages avant de les envoyer à Paris, etc. On a eu une liberté quasi totale. La seule restriction qu'on avait, c'était, vous savez, quand vous voulez accéder à des zones de combat, en général, c'est contrôlé par des checkpoints, et donc on peut vous interdire de vous rendre sur une zone parce que simplement les locaux ne veulent pas perdre des journalistes étrangers. Mais pour le reste, on a une liberté totale. Et le simple fait de rapporter avec honnêteté ce qu'on a vu, et en l'occurrence là, vous y faisiez allusion à le fait que les soldats russes sont des gens à peu près normaux, qu'ils servent la Russie, mais qu'on n'a pas vu de psychopathes ou de violeurs de femmes et d'enfants, effectivement, ici, c'est insupportable. Mais les Russes apprécient simplement, je pense, un regard honnête de la part de médias étrangers. Pour eux, c'est déjà incroyable. Oui, mais encore une fois, on aurait peut-être pu parler de ce qui se passait de l'autre côté ukrainien vis-à-vis de la Russie. Bon. Deuxième question, parce qu'on ne va pas avoir le temps de tout aborder également. Donc la question des financements, pour mettre les choses au clair une dernière fois, vos financements qui sont vos financements d'entreprise, finalement pas vos fonds, c'est les fonds personnels. Vos fonds personnels, ouais. Mais que vous avez gagnés avec notamment ces entreprises à l'international et notamment en Russie. Ce sont vos fonds personnels. Aujourd'hui, vous êtes très tranquille. J'ai vu qu'il y avait eu plusieurs plaintes et plusieurs signalements à Tracfin, je crois. Non, mais alors, un, ce sont des fonds personnels. Deux, c'est pas un média subventionné.
Ça veut dire que le média doit doit atteindre l'équilibre financier. Donc là, on a atteint 10 000 abonnés payants. Le modèle, c'est un modèle d'abonnement payant. C'est-à-dire que vous avez, pour avoir accès au format long, les gens doivent prendre un abonnement à 4,99 par mois qui leur donne accès à une plateforme type Brut ou Netflix sur leur téléphone portable ou leur tablette et qui leur donne accès au format long. Donc, en fait, c'est un business, quoi. Je veux dire, oui. Donc, on a ça. Le magazine qu'on a sorti, on a vendu les 3000 préventes en une semaine. Oui. Donc, là aussi, c'est conçu comme un vrai business. La pérennité du média ne tient au fait qu'on arrive à vendre et à intéresser le public. Et pas du tout être subventionné comme Libération, etc. Ça, vous n'êtes pas censé remettre, on va dire... Non, l'équilibre, il est prévu, en fait... là, on a atteint nos objectifs de 10 000 abonnés payants au printemps. Ouais, l'objectif, c'est 20 000, 25 000 avant la fin de l'année. Et là, on sera à l'équilibre, on pourra même continuer le développement. Alors, c'était ma dernière question. On a parlé des critiques qui sont très fortes de tous ces médias contre... Mais finalement, la population, l'accueil général vis-à-vis de votre magazine, aujourd'hui, vous êtes plutôt satisfait ? L'accueil, il est plutôt bon parce qu'en fait, on donne un autre son de cloche sur la guerre, mais pas seulement. Là, on parle de la Russie, mais Omerta, c'est pas que la Russie. La Russie, les sujets russes, c'est 10% de ce qu'on produit. On a sorti un reportage sur la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. On a sorti un reportage sur les Woks. On a sorti un reportage sur le Kosovo. Un reportage sur l'Arabie Saoudite. La Régis Le Sommier part avec Aïcha Missi en Afghanistan pour couvrir la guerre entre talibans et État islamique. Il y a deux reportages sur le Liban qui arrivent. Un reportage sur l'industrie de la pornographie. Enfin, on a plein de choses. Mais ça clive moins. C'est pas un média russo-centré. Ouais. Là, on a démarré parce que c'est peut-être les autres médias qui sont russo-centrés. Oui, je pense qu'il faut une fixation parce que simplement, on montre la guerre côté russe et on essaie de le faire de la manière la plus honnête et la plus réaliste possible. Et simplement donner un autre son de cloche que celui que BHL promeut à travers son magazine, à travers l'Express ou à travers ses relais médiatiques, ça leur est insupportable. Eh bien, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup, Charles Danjou, d'être venu remettre les points sur les i sur Omerta. Merci encore et puis à très bientôt. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.